Commençons. Bonjour à tous. Mon nom est Marie Motola. Je suis de la Fondation J. Armand Bombardier. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue sur ce panel, donc sur démystifier les relations gouvernementales pour les OBNL. Vous êtes en grand nombre aujourd'hui. 276 personnes qui se sont inscrites, c'est un record. Alors, lancé par la Fondation J. Armand Bombardier en 2011, Philagora est notre programme de renforcement des capacités organisationnelles, donc qui est dédié spécifiquement au secteur sans but lucratif. Donc, dans ce cadre, nous avons détecté vraiment l'intérêt grandissant pour les relations gouvernementales. Les organismes participants nous ont maintes fois mentionné le besoin de développer des compétences en relations gouvernementales, donc que ce soit pour obtenir du financement ou pour influencer des politiques publiques. Donc, on y répond aujourd'hui avec cette première activité qui est donc un panel que nous avons organisé avec la collaboration de Lise Roche qui est là, de la Fondation Mirella et Lino Saputo, de Karine Géelman de pourrallier.com et de l'expert conseil François Lagarde qui agit aussi aujourd'hui comme animateur. Donc, on vous remercie chaleureusement tous les panélistes chevronnés qui ont accepté notre invitation aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à François Lagarde. Merci beaucoup et bon panel à tous. Merci Marie. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Comme vous voyez, vous êtes nombreux ce matin. Vous provenez de tous les coins du Québec, je dirais de la Côte-Nord à Gatineau, de la Gaspésie à Rouen. Il y a beaucoup d'organismes qui œuvrent à l'échelle locale. Il y a aussi des organismes qui œuvrent à l'échelle régionale et nationale. Et beaucoup de gens qui sont dans le concret sur le terrain. Des gens qui viennent de tous les milieux, beaucoup en développement social, dans le domaine de la santé, enfance, jeunesse, famille, le milieu culturel, l'habitation, l'action bénévole, le développement économique, le développement international, la philanthropie, l'environnement. C'est vraiment très, très impressionnant. Donc, bienvenue. J'ai le plaisir d'animer ce panel et je vais débuter en vous présentant et en remerciant d'emblée nos panélistes qui ont accepté l'invitation. Alors, Nicole Léger, qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation à pied levé, car Véronique Yvon a dû s'absenter pour des raisons personnelles. Alors, Nicole, merci encore. Nicole a une longue expérience politique. Après plusieurs années d'enseignement, elle a été députée de la circonscription de Pointe-aux-Trembles pendant 22 ans. Durant ces années, donc de 1996 à 2018, avec une pause de 2006 à 2008, elle a cumulé plusieurs responsabilités, dont ministre de la Famille, ministre délégué à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Elle a été vice-présidente du Conseil du Trésor, whip en chef de l'opposition officielle, présidente du caucus de l'opposition, ainsi que présidente et vice-présidente de plusieurs commissions parlementaires. Il est à noter qu'elle a réalisé la première déclaration nationale de l'action bénévole du Québec et qu'elle a fait également adopter la première politique de reconnaissance de l'action communautaire du Québec. Jonathan Valois est vice-président et associé chez Mongeau, Pellerin et compagnie, une firme de relations publiques. Il est titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques et d'une maîtrise en sociologie. Impliqué en politique depuis plus de 25 ans, il est l'ancien conseiller politique à l'éducation et à la jeunesse dans les années 90, a été député de Joliette à l'Assemblée nationale au début des années 2000 et plus récemment chef de cabinet à la santé et membre de la cellule de crise du gouvernement du Québec au moment de la COVID-19. Rosalie Reedman est conseillère en partenariat de la Fondation Desjardins. Rosalie Reedman a été conseillère au ministère de l'Éducation et de l'Innovation de 2015 à 2019. Elle a par la suite été directrice des partenariats dans un accélérateur de start-up à impact social et environnemental de 2019 à 2022. Depuis ce temps, celle-ci est responsable des partenariats avec les organismes bénéficiaires des dons de la Fondation Desjardins dédiés à l'éducation. En parallèle de ses occupations professionnelles, Rosalie est aussi impliquée dans de nombreux organismes bénévolement, dont notamment comme présidente du conseil d'administration de l'organisme Polyflora. Enfin, Nathalie Richard est fondatrice et directrice générale de l'organisme L'Étoile de Pachot, qui est un réseau d'entraide pour parents d'enfants handicapés et un organisme qu'elle a fondé en 2013 à la suite de la naissance de son fils atteint de multiples diagnostics et maladies limitantes
son espérance de vie. C'est à travers son parcours de combattante, sa capacité à développer et à communiquer des solutions aux défis rencontrés par sa communauté de parents qu'elle contribue à des changements de société concrets. Elle siège présentement sur le comité des partenaires concernés par le soutien aux personnes proches aidantes à titre de vice-présidente. Alors, comme vous constatez, là, on a tout un panel, des gens avec des expériences impressionnantes. Puis ce qui me fascine dans leur expérience, c'est que à quatre, on va avoir des regards croisés sur les relations gouvernementales d'une ex-élue, d'un ex-membre de personnel politique, d'une ex-fonctionnaire qui a aussi des expériences dans des machines gouvernementales, philanthropiques et communautaires, puis une personne qui a eu beaucoup d'expérience dans les relations à titre de directrice d'organismes, puis même que nos panélistes ont porté beaucoup des chapeaux. Alors, on apprécie énormément. Je vais vous résumer rapidement le programme de l'événement. Donc, ce matin, on va débuter avec un tour de nos panélistes qui vont disposer d'à peu près 8-10 minutes chacun, pour vous donner des conseils d'amis en matière de relations gouvernementales. Ensuite, je vais animer une discussion entre les panélistes sur différents points. Je vais creuser des points qui auront abordés dans le tour des panélistes, mais on va creuser ça. Tout au long du panel, je vous invite à utiliser le clavardage pour écrire des commentaires ou des questions que vous auriez pour les panélistes. Lise Roche va suivre le clavardage, va peut-être réagir à vos commentaires, mais aussi elle va puiser dans vos questions pour ce qui va suivre ensuite une période de questions, des questions qui vont émaner du clavardage via Lise, relayées par Lise. Ensuite, Karine de Pourallier va vous présenter une liste de ressources si vous voulez approfondir vos connaissances, des ressources en communication d'influence et en relations gouvernementales. Je vais vous présenter vers la toute fin l'offre d'ateliers de formation du programme Philagora, ateliers de formation gratuits qui vont être offerts par Philagora prochainement, en mars et en avril. Puis Lise Roche va conclure l'événement. Alors voilà, quelques derniers conseils logistiques. Durant la présentation de nos panélistes et la présentation de Karine Gehelman, il y aura des diapos. Alors, sachez que les diapos vont être sur le lien, sur un lien du site de Philagora. Marie Motola va vous envoyer un courriel dans les prochains jours avec le lien aux diapos. Vous n'avez pas à prendre des notes de façon acharnée. Donc, les diapos vont vous être, le jeu de diapositives va être disponible. On va aussi vous envoyer un sondage de satisfaction ou d'insatisfaction. On va vous demander de compléter aussi. Alors, ça va suivre dans les prochains jours. Voilà. Alors, on part la roue. Je vais demander à Nicole Léger de débuter avec ses conseils d'amis. Nicole. Ah ben, merci, M. Lagarde et toute l'équipe d'organisation, dans le fond. Bonjour à vous, les panélistes. Et bonjour à vous tous. Merci d'être là, dans le fond, pour écouter nos savants conseils. Mais entre vous et moi, chaque organisme a son vécu, a son expérience, a ses façons de faire. Alors, c'est des conseils de base, mais en même temps, ce sont ce que je considère des éléments importants pour les organismes. Je vais commencer par le premier. Moi, on nous a demandé nos 6 conseils d'amis. Alors, le premier que j'ai mis, c'est faire partie de. Alors, que ce soit local, que votre organisation soit locale, régionale ou nationale, il est pour moi bien important d'être connu et reconnu par vos pairs dans votre communauté locale. Même si c'est un regroupement national, c'est important soit d'être dans un regroupement, que ce soit local, régional ou national, par votre CLSC, par le monde de la santé, les C3S, d'être sur des tables, d'être sur des forums, d'être sur des événements. Je sais qu'il manque beaucoup de temps, puis que vous n'avez pas toujours toutes les ressources qu'il faut, mais de base, pour particulièrement aller chercher du financement ou les causes que vous représentez ou que vous voulez qu'il aille plus loin, c'est important, à mon avis, de faire partie de cette communauté-là. Ce soit il y a des activités souvent dans des
dans des régions, même localement, dans des villes, des arrondissements. Il y a Fête de la famille, la journée nationale de quelque chose, les forums de développement social, les tables de concertation, les CDC. Ce sont tous des endroits, peu importe la relation que vous pouvez avoir, mais c'est important d'avoir des relations, à mon avis, étroites avec ces types d'activités et d'événements dans une région. Pourquoi je vous dirai un petit peu plus tard les avantages de tout ça. L'erreur aussi pour les organismes qui sont plutôt nationaux, même si on a beaucoup de locaux et régionaux aujourd'hui, les organismes nationaux, l'erreur qu'ils peuvent faire, c'est comme ils sont situés dans une ville ou dans un arrondissement ou dans un lieu quelconque, euh, leur lien est souvent national et ils ne pensent pas que les liens locaux sont importants. Tu as beau être un organisme national, moi j'en ai eu beaucoup comme député, des organismes qui sont nationaux, qui sont situés dans la circonscription que je représentais. Ben, pour moi, c'était important de faire le lien avec eux, d'avoir même, parce que même si leurs enjeux sont nationaux, puis leurs activités ou leur événement restent national, il en déplaise quand même qu'il faut s'assurer d'avoir ce lien-là bien connecté avec ta propre communauté. Évidemment, faire partie de tout ça, c'est que évidemment, c'est là que vous allez rencontrer les élus, les instances qui participent à plusieurs de ces événements-là, qu'ils soient locaux ou régionaux. Les élus sont là et ce sont souvent les décideurs qui font partie de ce genre d'activité-là. Alors, rester dans son organisme, pas faire de lien, euh, pour moi, c'est important que faire partie est un incontournable, selon moi, pour être reconnu. Le deuxième point, c'est se faire connaître. Alors, se faire connaître, c'est beau être dans des organismes, mais se faire connaître, c'est aussi participer puis collaborer. C'est un choix, mais se faire connaître en est un plus important. Euh, Se faire connaître autant dans votre regroupement, autant par le député ou la députée de tous les types de gouvernement, par votre ville ou votre arrondissement ou par la région. Se faire connaître, c'est pas tout d'œuvrer dans le secteur que vous œuvrez, mais il faut se faire connaître par les instances décisionnelles. La raison à donner quand vous voulez les rencontrer ou les voir, d'abord, c'est de faire connaître vous, votre organisme, mais aussi c'est communiquer votre mission, donner c'est quoi votre mission et votre apport que vous faites, que vous avez dans la communauté. Votre organisme a fait, fait un travail extraordinaire dans une communauté. Puis ça, les élus ne le savent pas tout le temps, ou les instances ne le savent pas tout le temps, ou les fonctionnaires ne le savent pas tout le temps, donc vous avez affaire là, autour de vous. Euh, les élus, je m'écrivais que les élus et les instances font face à tous les problèmes de la société. Tous les problèmes de la société viennent d'un bureau de député ou d'un bureau d'une mairesse. On les a tous à une certaine échelle. On ne se sent peut-être pas concerné par l'itinérance directement, peut-être dans un endroit, mais c'est un enjeu qui devient national et qui a des répercussions localement, qu'on le veuille ou pas. Alors, je donne cet exemple-là, mais il y a plein d'autres exemples. Donc, les députés ou les élus moi, c'est plutôt particulièrement comme député, on a affaire à tous ces enjeux-là. Donc, c'est important que votre organisme, qu'on puisse, par votre organisme, c'est la mission que vous vous donnez de votre organisme, vous apportez à l'élu les enjeux que vous vivez dans le quotidien. Et ça, c'est très, très aidant pour les députés ou pour les élus ou pour les instances qui apprennent à mieux connaître, dans le fond, ce que vous apportez. C'est un plus. Des fois, on est dans notre petit patin, pendant notre petit organisme, puis votre organisme est plus grandiose que ce que vous pouvez penser parfois. Vous êtes évidemment l'une des solutions pour les décideurs. Vous êtes un apport, vous êtes d'une grande aide dans la communauté, donc évidemment une grande aide pour la société. Alors, avec peu de moyens, on s'en convient, mais ça, c'est un autre sujet. Le troisième point, c'est les relations humaines. On beau se faire connaître, beau faire partie d'eux, beau se faire connaître, c'est beau, mais il faut aussi aller plus loin. Les relations humaines, c'est se faire connaître, mais il faut aussi développer des relations. Avec vos pairs, évidemment. Moi, combien de fois que j'ai un nouvel organisme, quand j'étais députée, un organisme arrivait, quelqu'un me parlait d'un organisme, as-tu vu telle rue, tel organisme, que je dis non, je ne le connais pas. Bon, et puis là, l'organisme, à un moment donné, venait me voir, ce que tu vois bien, ou moi j'y allais, dépendant comment ça s'est, on s'est abordé. Et là, j'allais tout de suite voir mon regroupement d'organismes ou bien le CLSC
ou un CDC, voir est-ce que vous connaissez cet organisme-là, pour voir si ça ne dédouble pas, s'il n'y en a pas deux, puis trois, puis quatre de même type, puis voir qu'il va y avoir plus de difficultés à avoir du financement s'ils sont quatre dans la même ville, qui font le même secteur, ils ont dans le même mission qu'elles ont. Alors là, je disais à l'organisme, mais peut-être que c'est mieux d'aller dans tel endroit. Alors, je pouvais guider l'organisme dans sa mission parce qu'il y en a qui ont des superbes idées, qui veulent ouvrir un organisme, mais il faut juste voir autour s'il y en a d'autres pour pas se dédoubler ou se tripler inutilement. Donc, c'est important pour moi comme organisme, que vous développez ces relations-là avec vos pairs, avec les bailleurs de fonds, évidemment, les instances, avec les conseillers municipaux aussi. Des fois, c'est les conseillers municipaux qui influencent aussi le maire, qui influencent les décisions qu'une ville peut prendre. Proposer de venir, relationnellement, c'est aussi proposer à votre député, entre autres, que j'ai en tête, de venir visiter votre organisme, faire le tour de votre organisation. Des fois, ils pensent pas, parce que le député, mais oui, le député serait heureux d'aller à votre organisme. Et, évidemment, transmettre les invitations à vos élus. Vous en faites des événements, vous en faites des activités. Des fois, ça paraît peut-être simple pour un activité, ça ne dérangerait pas un élu. L'élu décidera s'il vient ou vient pas, mais vous l'invitez, qui est important de voir que vous êtes intéressé à ce qu'ils connaissent votre mission, connaissent ce que vous faites. Une rencontre de parents, peu importe le type d'événement que vous en faites plein. Les organismes sont très créateurs. Ils font plein d'activités, alors, et transmettre cette invitation-là à tous ces événements-là, c'est intéressant. Il y a le député, il y a le maire, mais il y a aussi l'entourage. L'entourage, vous faites des amis avec l'équipe du député. L'attaché politique, c'est peut-être pas le député, mais l'attaché politique en lui-même, c'est lui qui influence beaucoup le député, c'est lui qui est là à la semaine longue, parce que les députés sont soit au Parlement à Québec ou au Parlement à Ottawa, ils doivent être plusieurs jours là. Donc, pour le député du Québec en général, c'est le lundi qui est dans sa circonscription. C'est sûr que si vous faites des événements le mardi soir, il ne pourra pas y être. Ça va être l'attaché politique qui va y être. Donc, c'est toutes des petites choses quand on connaît le rouage politique, le rouage décisionnel, le rouage gouvernemental, ça nous permet d'avoir des petites pistes pour atteindre, dans le fond, les décideurs. Il faut bâtir des ponts, à mon avis, autant parce que ces ponts-là vont vous aider après pour le financement, d'être informé aussi, de prévenir des coûts, de planifier vos objectifs annuels, souvent également. Quatrièmement, sensibiliser votre CA, votre conseil d'administration. Les membres de votre CA ont un intérêt pour votre mission de votre organisme, mais ils peuvent faire des approches aussi auprès des décideurs. Avec vous les accompagner, ou sans vous, ils ont un rôle qu'ils peuvent aussi développer. Alors, leur vision, dans le fond, leur présence à vous, c'est en double. Vous faites déjà vous-même vos efforts quand vous dirigez un organisme, mais des membres de votre CA peuvent beaucoup vous aider aussi à ce niveau-là. Ça diminue aussi la lourdeur de votre tâche comme qui dirige un organisme. Pensez-y, c'est un élément que je trouvais important. Approchez des gens, dans le fond, dans votre CA, qui ont du temps, puis qui ont un savoir-être, qui peuvent faire de l'entre-gens, des relations qui peuvent se faire avec des personnes importantes ou qui sont de décisionnels dans votre communauté. Dans le fond, votre CA devrait vous accompagner dans ça. C'est pas juste la mission de votre organisme, mais tout cet espace-là de décisionnel ou d'aider à avoir des subventions, d'aller voir ce qui se passe, votre conseil d'administration peut vous aider. Cinquièmement, l'avant-dernier, c'est suivre l'actualité. Là, on est dans un autre monde, là, mais c'est pour moi, pour un organisme. Parfois, c'est des organismes qui disent, ah, ça pas, ça existe, ça pas. On manque de temps, on comprend. Mais si on va aller plus loin, puis on va avoir du financement, puis si on veut que notre mission soit importante, puis si on veut que ce qu'on fait soit connu, puis reconnu, il y a des étapes à faire. Alors, pour le financement puis les ressources, c'est fondamental de connaître ce qui se passe. L'actualité gouvernementale, je vous invite d'ailleurs, sur le gouvernement du Québec, entre autres, il y a une partie des communications, vous pouvez vous abonner, que vous recevez les communications du gouvernement régulièrement. Ça, vous allez voir un programme qui arrive, un investissement quelconque. C'est pas nécessairement politisé là, dans le sens politique, mais c'est ce qui se passe. C'est des décisions du gouvernement, puis c'est important. C'est important de suivre ça, à mon avis. Fait que vous les lisez, vous les lisez pas, mais il fait partie de votre... alors, abonnez-vous aux communications du gouvernement. Vous allez aussi connaître, quand on suit l'actualité, les programmes, les investissements, les priorités du gouvernement.
vous pouvez faire partie le type de mission que vous avez. Il y a des ministères qui sont plus concernés. Ministère de la Santé, peut-être, ministère de l'Éducation, ministère de la Famille, dépendant du type de la mission que vous avez de votre organisme. Mais il y a des communications aussi par le ministère. Des fois, il y a des listes d'envoi dans le ministère. Il y a des liens avec le cabinet politique que vous pouvez faire. On pense peut-être qu'on ne peut pas faire ça. Oui, on peut le faire. Ben, je pense que Jonathan va en parler tout à l'heure. Il est encore plus informé. Alors donc, quand vous voyez, est-ce que vous êtes concerné par une annonce qui vient de se faire du gouvernement? Y a-t-il une opportunité de financement parce que ce qui vient de se passer? Y a-t-il un forum pour se faire entendre? C'est tous des espaces qui sont intéressants puis que des gouvernements mettent en place ou les villes mettent en place. Et il y a évidemment l'autre partie qui est celle de militer dans un parti politique tel quel, sans être partisan, tel quel. C'est pas moi, de partisan vers vous, c'est pas dans ce sens-là, mais dans les programmes de partis politiques, elles se font avec les gens. Et les gens qui sont membres ou qui militent, ils peuvent refaire le monde, là. Il y a des programmes de partis politiques, quand on va, mettons, dans la famille, moi, j'ai beaucoup été ministre de la famille, là, c'était des dossiers qui m'étaient importants. Ben, les garderies étaient une chose, d'avoir des maternelles 4 ans, ça s'est tout fait par des partis politiques, par des programmes politiques. Alors oui, il y a une pression de la population ou des organisations qui sont nationaux, mais il y a aussi par le militantisme, tu peux faire changer le monde. On pense pas que par ton petit apport, tu dis, ben moi, oui, par ton apport, c'est comme ça que des idées ont cheminé et se sont rendues jusqu'à une réalisation gouvernementale. Donc, ça, mon 6e point, c'est correct dans le temps, M. Gallagher? 2 minutes encore, peut-être? OK, je vais être correct. OK, 2-3 minutes. C'est bon. Le dernier point, c'est l'enjeu national. Votre secteur là, d'activité que vous faites ou de mission, est-il ignoré ou il est mis de l'avant? Ça, faut en être conscient de tout ça. Est-ce qu'il y a un programme gouvernemental qui va être aboli bientôt, là? Est-ce que vous êtes ignoré? Il faudra mettre des actions en place. Il faut mettre des actions en place parce que, évidemment, un gouvernement, ça change, là, ça bouge, puis les instances aussi, les villes aussi. Alors, est-ce que vous êtes ignoré? Alors, si oui, si votre mission est ignorée, si vous travaillez particulièrement avec la jeune enfance, mettons, puis que vous sentez que ça glisse sous les pieds là, au niveau de la société, ben il faut mettre des actions en place. Par vous-même, rencontrer, aller voir votre député, aller voir pour faire valoir votre type de mission et par le groupement régional, évidemment, par vos instances nationales, évidemment, par des manifestations, peu importe. Tout ça fait partie de vraiment de faire avancer les choses, sachant que peut-être ça glisse sur le terrain, le type de mission ou de ce que vous ciblez comme travail à tous les jours. Je vous donne un exemple, l'aide aux devoirs. Le gouvernement avait déjà mis de l'avant quelques millions pour prioriser cet enjeu. Juste l'aide aux devoirs. Ben, est-ce que la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il va y avoir des investissements qui vont se faire dans ça? Oui, il va en avoir beaucoup, mais est-ce qu'on en enlève à d'autres? Est-ce que ça abolit d'autres programmes? Ça abolit d'autres choses? C'est des questions qu'il faut se poser pour être au central, pour faire avancer votre mission. L'activité gouvernementale au jour le jour, là, c'est parfois très, très à court, moyen et long terme. C'est souvent bien planifié longuement, mais parfois, c'est beaucoup de l'improvisation aussi. Il y a de tout. Alors, des fois, faut passer à tout ça. Alors, en général, ben, je pense qu'il faut s'occuper de nos affaires, soit par vous-même, soit par vos regroupements, vos délégations, ça, c'est sûr. Les gouvernements changent, les priorités changent, les personnes changent, mais pas votre organisme, ou du moins, il faut prioriser prioriser la pérennité de votre organisme. Et généralement, les problèmes dans la société restent les mêmes. Ils sont diminués ou bien renforcés, mais l'homme reste l'homme, avec ses forces et ses faiblesses. Et le mieux communautaire, c'est, avant bien du monde, ce qu'il faut cibler, ce qu'il faut pointer et où investir. Ces 2 petites citations pour terminer. Une citation de Thomas d'Aquin. Si l'objectif prioritaire d'un capitaine était de préserver son navire, il ne le ferait jamais sortir du port. Et celle de Mandela, Nelson Mandela, il est entre vos mains de créer un monde meilleur pour tous ceux qui y vivent. Merci. Bravo. Merci. Vous pouvez
applaudir à Ah, tout le monde. Nicole, c'était très, très inspirant ce que vous avez dit. Je ne vais pas essayer de vous résumer, c'était trop riche, mais le mot, on dit on veut démystifier les relations gouvernementales. J'ai vraiment senti le message de l'importance du mot relation. Quand on pense aux relations gouvernementales, il y a beaucoup d'organismes qui pensent à écrire un document puis l'envoyer, alors que vous avez insisté sur l'importance d'être en relation continue, régulière. Et je vais ajouter à votre propos, moi, quand je donne des formations en communication, je dis toujours, si vous voulez que les gens s'intéressent à vous, encore faut-il que vous vous intéressiez à eux. Donc, l'importance de suivre l'actualité, de se mettre dans la peau de notre interlocuteur pour mieux se positionner, puis aussi de bien se situer dans son écosystème à l'échelle locale, dans son secteur, etc. Alors, merci énormément, Nicole, pour ces interventions. On va revenir sur certains points durant l'échange. Jonathan, s'il vous plaît, conseil d'amis. Merci François. Bonjour tout le monde. Je retourne le bonjour à Nicole qui m'a salué tout à l'heure. C'est vrai, on a siégé ensemble, il me semble, il y a tellement longtemps, mais en même temps, on le dira pas. Content aussi de recroiser Nathalie que j'avais croisée évidemment dans d'autres vies que j'ai eues, puis content de vous voir tous. Donc, lors de ma présentation, lorsqu'on m'a présenté, on est revenu un peu sur mes études, puis je pense que c'est important parce que ça va teinter un peu les conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Moi, j'ai étudié en sciences politiques pour bien comprendre les enjeux, justement, de notre démocratie, de comment ça fonctionnait, les cabinets, les élus, tout ça. J'ai vraiment des études de ce côté-là. Par la suite, je suis allé en sociologie parce que encore faut-il comprendre les sociétés, comment elles se transforment, comment elles bougent, comment elles agissent, l'individu par rapport à son groupe, tout ça. J'ai fait aussi un peu d'École nationale d'administration publique pour comprendre comment ça s'écrit des politiques publiques. Donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui, les conseils que je vais vous donner, d'amis, sont certainement teintés par tout ça, mais aussi par, évidemment, une expérience que j'ai eue depuis à peu près une trentaine d'années de toujours être dans ce milieu-là. Je commence. Avoir en tête que les dossiers avancent lorsqu'au moins 2 des 3 acteurs suivants sont favorables. Et là, je parle de la population, des élus et de l'administration. Vous voyez là encore une fois la teinte de mes études, mais l'idée, c'est, quand on parle de la population, c'est toute cette idée-là de dire comment est-ce qu'on communique, comment on fait des communications pour que le public en général puisse connaître nos visées, notre activité, nos actions, toutes ces choses-là. Mais il faut aussi penser à aller directement, et ça, Nicole nous l'a bien dit, aller voir les élus, que ce soit directement le maire, son groupe, tout ça, que ce soit un député, que ce soit un cabinet de ministres, c'est de se tourner pour aussi sensibiliser ces gens-là et d'entrer en relation avec ces gens-là. Ça, c'est le deuxième groupe. Mais le troisième, évidemment, on va parler de l'administration publique. L'administration publique qui est aussi tant le directeur général d'une ville, l'administration d'une ville, mais aussi, évidemment, les ministères à Québec ou à Ottawa, mais parlons de Québec, les ministères à Québec, tout ça. Donc, cette idée-là de dire, lorsque je dois penser entrer en relation avec les trois, donc oui, mon écosystème, les gens, la population, savoir que j'existe, puis quelle est ma contribution, mais aussi les 2 autres groupes qui sont, évidemment, les élus avec leurs équipes et l'administration. Et lorsqu'on a au moins 2 de ces 2-là, comme je vous dis, c'est qu'on a des chances que les choses avancent. Alors, si les élus sont peut-être pas sensibilisés ou, bon, vous n'êtes pas dans l'ordre de priorité, mais que vous savez que l'administration, soit l'administration d'une ville ou voir l'administration à Québec, est vraiment d'accord avec vous, puis qu'en plus, on sent que la population est vraiment derrière vous, bien, il y a moyen de quand même finir par avoir des stratégies pour faire en sorte que vous montiez dans la liste de ce qui serait prioritaire pour les élus. Même chose, si on voit des fois des élus de la population, mais une administration qui est un peu plus réfractaire parce que
toutes sortes de raisons. Là. Des fois, c'est parce qu'on arrive avec des choses qui vont amener une difficulté de cohérence des programmes, parce que l'administration pense aussi toute la cohérence des programmes, des politiques publiques et ces choses-là. Mais si on a une population puis des élus avec nous, on est capable aussi de trouver un chemin de passage. L'inverse est aussi vrai. C'est bizarre à dire, mais lorsque la population n'est pas d'accord, mais que les élus et l'administration sont d'accord pour quelque chose, les choses peuvent aussi avancer. Mais ça, c'est plus, on le voit plus souvent dans le temps qu'on parle de taxes, de TPS, de TVQ, de fiscalité, où c'est pas la population qui va être derrière les élus et l'administration, mais très certainement que ces deux groupes-là sont intéressés. Mais pour vous, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a ces trois groupes-là. Ce qui m'amène à mon deuxième, toujours adapter son message en fonction des trois principaux types de décideurs. Là, j'enlève la population, qui est pas un groupe de décideurs, mais regardons les trois principaux groupes pour dire comment j'adapte mon message. Mais encore faut-il que je comprenne de quoi est fait le quotidien de ces gens-là. Quand je parle des élus, quand je parle du personnel politique et de l'administration, ces trois façons, leurs journées ne sont pas faites de la même chose et leur grille d'analyse sur est-ce qu'on va être vraiment sensibilisé à ce que vous apportez va très certainement être différent. Les élus, et là, tout est dans les subtilités, puis avoir 3 heures, on irait, mais tu sais, j'ai 5 minutes que je vais tirer en 10. Mais l'idée, c'est de dire, les élus, c'est sûr que les élus sont en contact avec la population, l'opinion publique, tout ça, parce que, d'un, c'est aux 4 ans, c'est vers eux qu'on se tourne aussi pour aller chercher un autre mandat pour pouvoir avoir l'opportunité, voire même le privilège de représenter une population. Mais l'idée, c'est de dire, ils sont quand même une sensibilité là, ça c'est clair. Donc, cette idée-là de dire qu'une masse critique ou qu'une population qui est avec nous et tout ça, quand même assez important lorsqu'on va rencontrer ces gens-là et d'avoir ça en tête. Là. Donc, bon, l'élu, lui, il est très sensible à cette population-là qu'on veut représenter. Le personnel politique, lui, de son côté, c'est plus, et c'est pour ça que Nicole disait, vous habitez dans un écosystème, il faut que vous compreniez l'écosystème dans lequel vous êtes. Ben, le personnel politique, lui, va rencontrer plein d'autres groupes, va rencontrer plein d'autres personnes, puis lui, il voit ça, ben, pas comme un jeu d'échecs, parce que c'est beaucoup. C'est pas un jeu, mais de deux, c'est l'idée qu'il y a comme une cartographie de plein de groupes qui demandent plein de choses et se dire, OK, là, il y a un groupe, en quel point il est en relation avec les autres et tout ça, puis comment, quand on fait bouger ou quand on avance ou on réfléchit. Donc, d'arriver avec cette idée-là que vous êtes branché dans votre écosystème avec d'autres, tout ça, mais c'est sûr que pour ce qui est des conseillers politiques, il va y avoir une réflexion aussi de ce côté-là. Donc, pas juste la population qui serait d'accord, mais aussi d'autres groupes, d'autres associations, puis dans l'écosystème dans lequel vous vous retrouvez, vous êtes vraiment un acteur intéressant. Pour ce qui est de l'administration, c'est clair que là, c'est la sensibilité à la cohérence des programmes, à la valeur ajoutée, à la bonification d'une certaine stabilité. On n'arrive pas avec l'administration publique en parlant de grandes révolutions ou de grands changements. L'administration publique est là dans le temps. Elle est là pour la pérennité. Elle est là pour installer des choses qui vont durer. Le personnel politique et les élus, on vit sur du temps emprunté tous les jours dans le sens où est-ce qu'on le sait que ça aura une fin. C'est bien comme ça, en démocratie, que ça ait une fin, que les élus vont finir par être remplacés par d'autres. C'est tout à fait normal et c'est pour ça que les élus, bien souvent, eux, vont vouloir avoir des résultats rapides, quelque chose qui fait en sorte qu'on va voir bouger l'aiguille rapidement, ces choses-là, alors que l'administration publique, oui, très certainement, sensible parce que relation avec le politique, va être sensible aussi à cette idée là, de pouvoir arriver avec des solutions qui vont rapidement donner des résultats, mais toujours dans une perspective de pérennité. Est-ce qu'on fait une bonne politique publique lorsqu'on avance? Donc, ayez ça aussi en tête et ça fonctionne même pour une administration municipale ou pour, comme je vous dis, vous pouvez le mettre à différents degrés. Le troisième, entrez votre demande ou votre sensibilisation en le rattachant à la population, monsieur, madame, tout le monde. Un exemple de cas est toujours efficace. Lorsqu'on va rencontrer un député, lorsqu'on va rencontrer un maire, ça fonctionne aussi même avec les ministres, c'est d'expliquer, de donner un exemple de ce que vous faites avec la vie de quelqu'un, en donnant un exemple de comment vous avez changé la vie de quelqu'un. Et je vous dirais que ça va mieux expliquer puis mieux démystifier votre travail, votre contribution, on va mieux le sentir, on va mieux le capter. Ça, c'est de un. De deux, la réalité, c'est que de plus en plus, autant c'est important d'avoir la science, les chiffres,
hein, ou des tableaux, ces choses-là qui nous disent où est-ce qu'on est, le monde qu'on aide, le nombre de personnes qui est là, les réalités aussi là, scientifiques, ces choses-là. D'ailleurs, l'administration publique va être très prenante de ça, donc il y a une signification. C'est important aussi, oui, évidemment, de dire, puis en plus, on a des valeurs, puis à quel point c'est bien, puis on pousse pour un Québec meilleur ou pour une localité encore, tu sais, dans laquelle il fait bon vivre et ces choses-là. Mais à la fin, puis on le voit de plus en plus même avec les médias, ce qui intéresse les gens, c'est les histoires de cas, c'est les histoires individuelles. On peut être pour ou contre, mais la réalité, c'est que faut avoir cette idée-là parce que c'est ce qui va faire en sorte que, et pour les décideurs et même pour les médias, ça va donner du sens et ayons ça en tête. Et pour nous, ben, ça va nous donner encore plus un exemple du concret dans quoi on œuvre tous les jours. Le quatrième petit conseil, Demi. Une partie de votre réflexion devrait être sur le meilleur moyen que vous avez pour être influent, les stratégies de relations publiques ou gouvernementales, RPRG, les coalitions ou les médias. Et là, je suis carrément dans la présentation de Nicole, dans le sens où est-ce que c'est exactement ce que Nicole nous parlait, de dire, moi aussi, il faut que je sois conscient de mon écosystème, de tous les autres groupes qui sont là, de comment ma population, où est-ce que je suis, dans quel univers je suis, et de dire, par rapport à cet univers-là, c'est quoi les alliances qui sont possibles? Comment je devrais faire les choses? Parce que si on fait fi de son écosystème puis qu'on s'en va juste rencontrer quelqu'un, mais qu'on n'est pas branché sur notre milieu, ça fonctionnera pas si bien. Même chose, si on fait juste du média parce qu'on a la chance d'avoir on est allé chercher quelqu'un que les médias aiment bien parce que, bon, il donne toujours des bonnes clips puis qu'il attire les gens, mais qu'on n'a pas fait de travail de relation, justement. C'est pour ça que je vous dis que je suis carrément dans la présentation de Nicole présentement. Ça va être très difficile de pouvoir aller plus loin. Donc, cette idée de dire, je suis dans un écosystème, je dois regarder, entrer en relation et faire en sorte que je comprends toutes ces choses-là parce que, bien souvent, moi-même, quand j'étais au gouvernement, de me tourner des fois vers un groupe ou vers un autre, ben, on regardait deux choses. On regardait, est-ce qu'il livre la marchandise? Est-ce que dans ce qu'il fait, il est bon, il est pertinent, il est vraiment une référence? Et l'autre élément, c'est en me tournant vers cette personne-là, est-ce que le reste de son écosystème va dire, vous parlez à un des nôtres? Pour nous, c'est important. On ne peut pas parler à quelqu'un qui n'est pas en relation avec son écosystème parce que là, le reste des autres groupes vont nous dire, pourquoi vous parlez avec eux autres? Ah oui, parce qu'eux autres ont réussi à aller vous parler, puis c'est pour ça que vous leur parlez, puis tout ça. Donc, quand un groupe prend une décision, bien souvent, et entame une relation qui va plus loin, c'est parce que vous avez réussi à être aussi une personne ou un groupe qui est reconnu dans l'écosystème, mais qui en plus est reconnu évidemment là, pour sa pertinence et pour sa rigueur et toutes les autres choses qui font avec. Parce que ça m'amène à mon cinquième, et Nicole l'a très bien dit, des problèmes qu'on soit dans un bureau de comté, qu'on soit au ministère, c'est la vie de tous les jours. On se lève, quand j'étais au cabinet, c'est ça, on se lève le matin, puis là, il y a toute la série de problèmes qu'on avait déjà la veille, puis ceux qui se sont rajoutés ce jour-là. Donc, en gros, ben, je m'en plains pas, là, c'est pour ça qu'on fait ces jobs-là. On s'en va pas là pour partie de plaisir, bien au contraire, on s'en va là pour essayer justement de faire en sorte que le Québec devienne meilleur. Et ce qu'on aime des interlocuteurs, c'est ceux qui arrivent avec des solutions, ceux qui arrivent en disant, nous, on vit tous les mêmes difficultés, puis on arrive ici avec des solutions plutôt que d'autres personnes qui viennent de nous parler des problèmes qu'on sait déjà, mais que là, la solution, c'est de dire, ah ben ça, c'est vous qui avez les leviers pour la solution. Oh oui, mais attendez, là, comment... ça fait un drôle de dialogue. Donc, d'arriver vraiment dans une posture où nous-mêmes, on dit qu'on peut faire partie d'une solution, qu'on peut faire partie de choses pour régler des problèmes et que ce lien-là est important, c'est clair que l'ouverture des groupes qui vont vous écouter va être vraiment plus grande. Donc, je vous le dis, on peut faire une liste infinie de conseils et ces choses-là, puis ça va me faire plaisir aussi de continuer l'échange avec vous. Mais pour vous dire, en général, puis je pense que l'introduction de François serait ma conclusion. Tout ça se fait dans la constance. Il ne faut pas juste dire « Ah, on va faire une opération pour sensibiliser sur un sujet ». Non, c'est des relations, ça se fait avec constance. C'est un mauvais exemple ce que je vais vous donner, mais je pense quand même, parce que tous les exemples des fois sont limités, mais quand même, je vais vous dire,
Si aujourd'hui, je vous disais, vous devez vous acheter une nouvelle télévision, là, il y a 3 magasins qui vous viennent en tête, ce sont lesquels? Ça, là, ceux qui viennent vous venir en tête, c'est exactement ce qu'ils ont fait pendant toute l'année. La constance. Ils se sont imposés à vous par les publicités ou par toute autre stratégie. Puis c'est pour ça que c'est limité, là, parce que c'est des stratégies de marketing. Mais cette idée-là de dire ce qu'on appelle en marketing le top of mind, c'est le jour où je dois me tourner vers quelqu'un, je dois me tourner vers quelque chose. Pourquoi je me tournerais vers un plutôt que vers un autre? C'est parce que j'ai établi une relation, parce que je connais cette personne-là, parce que je sais, je les ai connus. Je ne peux pas me tourner vers quelqu'un ou les ajouter à un groupe des gens que je n'ai pas entendu parler ou avec qui j'ai eu une relation une fois et qu'on n'a pas eu par la suite. Comme je vous dis, c'est pour ça qu'à chaque fois que vous terminez une rencontre, ça serait peut-être mon dernier conseil qui était conseil caché que je n'ai pas sur ma liste, mais toujours s'assurer de la suite des choses et de la constance du contact que vous allez garder. Donc, chaque fin de rencontre, c'est quoi la suite? Comment est-ce qu'on reste en contact? Puis comment vous allez pouvoir continuer à alimenter ce contact-là pour pas simplement un contact de demande, mais un contact d'alimentation, d'échange et tout ça qui va faire en sorte que vous allez bien partir cet engrenage-là des relations publiques et des relations gouvernementales. Merci. Génial, Jonathan. Un autre applaudissement de tous. Jonathan, on sent l'expérience et l'énergie. C'est stimulant. Et je veux juste faire écho encore. Tu as beaucoup présenté enjeux, solutions, relations. Là, on revient à ça, puis de ne pas juste parler des problèmes et de soi, mais le situer dans son contexte, parler des solutions. Puis j'ai beaucoup aimé le passage sur l'importance des histoires de cas, puis d'humaniser un propos qui est très souvent il est descriptif, des statistiques, de la science, ça en prend, mais l'illustration à l'échelle humaine fait en sorte qu'on parle à différents niveaux. Puis je vais juste paraphraser, mais j'ai souvent dit que dans nos pitchs en relations gouvernementales, il faut parler à l'âme, ça c'est notre mission, à la tête, ça c'est les statistiques, la science, tout ça. Il faut parler au cœur, ça les histoires de cas, puis au ventre. Puis éventuellement, il faut parler au porte-monnaie. Puis si on est capable dans nos messages de couvrir ces niveaux-là, on a fait. Alors, merci beaucoup, Jonathan, c'était très instructif. Rosalie, à ton tour pour les Bonjour tout le monde. conseils d'amis. Oui, conseils d'amis. Juste deux peut-être mises en contexte avant de donner mes 6 conseils d'amis. Ce que je vais vous dire aujourd'hui vient vraiment du background de quand j'étais fonctionnaire. Donc, je travaille à la Fondation Desjardins, mais ce n'est pas une position de la Fondation Desjardins, c'est vraiment mes positions personnelles sur mes relations avec la fonction publique, comment ça peut vous aider. Et je pense que mes conseils sont assez universels, mais ne jamais sous-estimer de s'adapter à la personne en face de vous. Puis ça a l'air évident, mais dans le feu de l'action, on l'oublie souvent. Il y a autant de fonctionnaires que d'êtres humains. Ils ont tous des approches différentes. Donc, essayez vraiment de comprendre sa stratégie, sa façon de réfléchir, puis vous allez toujours avoir des meilleurs résultats. Donc, premier conseil qui rejoint beaucoup l'aspect humain que Mme Léger disait, toujours plus efficace si vous avez la chance d'entrer en contact avec des équipes de fonctionnaires dans un milieu où ils reconnaissent votre expertise. Donc, vous faites partie d'un panel, d'un événement auquel ils assistent. Vous faites une entrevue dans un média qui explique votre expertise, puis dans la vigie de presse le matin, ils la lisent en arrivant. Ils acceptent d'aller dans une visite dans votre organisme. C'est toujours plus pertinent que de recevoir un message d'un groupe qui dit « Hey, moi, j'ai trouvé une solution, j'aurais besoin d'argent, est-ce qu'on peut se rencontrer? » On est toujours plus sur nos gardes par des sollicitations directes de rencontres, qu'on sait qu'il va y avoir des sollicitations d'argent, plutôt que de vous voir dans votre environnement naturel où là, on vous apprend à vous aimer pour vous-même. Donc, c'est pas toujours évident d'avoir ces opportunités-là, mais si vous êtes capable, toujours gagnant de le faire, je pense. Deuxième conseil, il y a des, puis ça rejoint un peu les conseils aussi qu'on a reçus précédemment, mais peut-être plus dans un angle précis. Il y a des modes dans des gouvernements. Il y a des modes au municipal, il y a des modes au provincial. C'est des modes qui sont souvent instaurés par le politique, puis après ça, qui descendent aux fonctionnaires. Je vais donner un exemple super concret. On parlait de relance de centre-ville, de développement de l'Est de Montréal. Dans les derniers gouvernements, exemple à la CAQ, à la suite d'articles de journaux, on voulait des résultats plus chiffrés pour les planifications stratégiques. Donc, il y a des modes qui partent du politique puis descendent aux fonctionnaires. Puis là, après ça, nous,
comme fonctionnaire, il faut trouver des choses pour arriver à scorer des points dans ces modes-là. Donc, c'est sûr que si votre offre de service réussit à s'instaurer dans ces tendances-là, bien, ça peut être une bonne façon de vous rapprocher des équipes de fonctionnaires. Je vous incite pas à dénaturer votre mission. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais si vous êtes capable de dire, ben moi, ma solution en santé, par exemple, je pense que dans l'Est de Montréal, elle s'implanterait très bien. Puis qu'en ce moment, toute l'équipe de fonctionnaires essaie de redévelopper l'Est de Montréal, ben vous allez gagner des points. Donc, essayez de comprendre un peu. Puis c'est sûr que ça rejoint suivre l'actualité, comme Mme Léger disait encore une fois. Si vous comprenez les tendances dans les gouvernements, les instances, vous allez rejoindre mieux les fonctionnaires. Donc, toujours pertinent de faire ça. Mon troisième conseil qui pourra peut-être surprendre quelques personnes, s'il y a beaucoup de DG qui nous écoutent, je trouve que la meilleure personne pour faire les relations gouvernementales, ce n'est pas nécessairement le ou la DG, c'est la personne dans l'organisme qui est capable de répondre rapidement au courriel de manière fiable. Je vous explique, on a souvent comme fonctionnaire des demandes d'élus qui vont à des événements, qui doivent faire des allocutions, qui veulent un cahier de briefing pour ces choses-là. Souvent, nous, on a 48 heures pour monter des contenus avant que ça passe dans différents niveaux d'approbation. Puis moi, comme fonctionnaire, j'ai besoin d'avoir des données terrain ou d'avoir des cas concrets. J'appelle des organismes ou j'écris à des organismes. C'est sûr que si les organismes à qui j'écris me disent « Oui, je te reviens, je regarde ça », puis là, ça devient stressant parce que tu sais pas pantoute si te reviennent dans 7 jours, dans 24 heures. Mais c'est pas un organisme que je vais appeler la prochaine fois. Les organismes qu'on a toujours tendance à appeler pour du contenu rapide, c'est ceux qui sont fiables, c'est ceux qui répondent rapidement. Donc, peut-être que vous, comme DG, vous êtes trop occupé pour répondre à toujours des courriels aussi vite, mais c'est bien de déléguer quelqu'un dans votre équipe qui va être un répondant pour l'équipe de fonctionnaires si jamais c'est le cas. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rester impliqué sur le long terme dans des rencontres, quand il y a des rencontres plus officielles ou des événements, mais avoir quelqu'un, peu importe c'est qui dans l'équipe, qui est capable de répondre rapidement avec du contenu fiable, ça va vous aider vraiment à vous positionner auprès des équipes de la fonction publique. Que ce soit municipal ou provincial, là, je l'ai vu dans les deux. Mon quatrième conseil, quand on envoie une demande de financement, des fois, on ne sait pas trop dans quel chemin ça va prendre. Puis, au final, pour moi, il y a 2 grands chemins, c'est bien de les connaître. Il y a le chemin du budget, puis il y a le chemin des appels à projets puis des programmes normaux. Et dans le cas d'un budget, c'est vraiment les élus qui sont responsables, ils ont toute la discrétion pour prendre leur choix. Et je vois beaucoup d'organismes essayer de se concentrer dans avoir de l'argent dans le budget. Puis je vous dirais, en faisant une blague, que c'est un peu Hunger Games, là, se rendre à l'argent dans un budget. On part à 150, on finit à une initiative. Je suis très heureuse pour si votre organisme réussit à faire cet exploit-là. Mais la plupart d'entre vous, je pense, ont beaucoup plus de chances d'aller chercher de l'argent dans des programmes normés ou dans les appels à projets. Et pour ça, il faut être conscient que c'est vraiment les fonctionnaires qui les gèrent. On est dans une ère au Québec, très heureusement, où j'ai jamais vu de politique dans les dernières années essayer de changer les résultats des appels à projets. Il y a un respect du politique sur, bon, ben il y a un jury qui évalue les projets, c'est ceux-là les gagnants, c'est ceux-là les gagnants. Ils essaieront pas de dire, change donc en cachette, celle-là, je l'aime mieux, tu sais. Donc, faites bien appeler votre député puis leur dire hey, je suis pas seule à cet appel à projet-là. Le politique, en général, dans les dernières années au Québec, là, une chance, parce que c'est une bonne gouvernance puis c'est des bonnes pratiques éthiques, respecte les résultats. Donc, c'est des choses qui sont avec les fonctionnaires. Et moi, si j'ai un conseil par rapport aux appels à projets, que je redis toujours, là, c'est mon conseil classique. Puis s'il y a une chose que vous retenez aujourd'hui de ma part, c'est vraiment ça. Les gens remplissent mal les formulaires d'appel à projet. Ils écrivent super bien, mais ils veulent raconter leur histoire à leur façon. Donc, ils remplissent pas les cases et ils répondent pas ce que les cases demandent. Ils répondent leur vision, ils expliquent leur vision. Donc, moi, j'arrive pour corriger, je suis à la case retombée, puis je comprends pas les retombées parce que vous les avez dit dans l'introduction, parce que votre narratif était mieux comme ça. Donc, vraiment, là, quand un fonctionnaire corrige 20, 30 projets d'affilée avec son petit corrigé, puis qu'il y a des points pour chaque case avec des mots-clés, il faut que ce soit simple. Il faut que ce soit mes retombées, son retombée 1, retombée 2, retombée 3. Faut pas raconter une espèce d'histoire qui est super touchante, mais qui finalement a pas d'assez de mots-clés pour vous donner des points. Donc, restez-en à la base quand vous êtes dans des formulaires d'appel à projet pour vraiment que ce soit très, très clair, là, comme si vous l'expliquiez quasiment à un enfant. Sinon, ça peut être très touchant, mais vous n'aurez pas les points qu'il faut pour passer la ligne, si je peux dire ça. Et 2 petits conseils rapides en terminant. J'ai vu beaucoup d'organismes
se dire dans leur vie, hey, mais ça va super bien avec mon ministère ou avec mon département 1 dans une ville. Je pourrais m'essayer avec un deuxième ministère, deuxième département. Je pourrais aller chercher plus d'argent. Ça se peut, mais assurez-vous toujours d'avoir l'accord de votre première équipe de fonctionnaires avant de le faire. Souvent, les équipes de fonctionnaires, malheureusement, sont en compétition pour des budgets entre eux. Si vous passez de un à l'autre, ils peuvent le voir comme un signe de mauvaise foi ou que finalement, vous n'avez plus besoin d'eux ou que ça nuit à la relation. Donc, avant de nuire à votre première relation qui va bien, toujours vous attacher puis pas demander la permission, mais peut-être demander l'appui de l'équipe de fonctionnaires pour vous accompagner vers une démarche d'un autre ministère ou d'un autre département dans une ville. Et pour tout ce qui est des relations gouvernementales, mais l'idéal, c'est toujours d'avoir des relations avec les politiques et les fonctionnaires. Mais de manière réaliste, moi, j'ai une vision où les fonctionnaires, puis je pense que M. Valois, il a bien dit, là, dans le temps, les fonctionnaires restent souvent plus longtemps. Le politique, il y a des élections, mais il y a aussi des remaniements ministériels, change d'adjoint parlementaire, change de personnel politique. Donc, si vous me dites, hey, moi, j'ai vraiment pas le temps de tout faire, où est-ce que je devrais commencer? Les fonctionnaires, moi, ce que je trouve que c'est une belle façon de bâtir des relations gouvernementales à long terme parce qu'ils sont là dans le temps, puis ils briefent aussi le politique. Donc, il faut pas passer à côté d'eux, même si des fois, ils ont l'air moins puissants, là, c'est une denrée importante. Donc, voilà. Merci, Rosalie. Toute une série de conseils qu'on entend moins quand on aborde les relations gouvernementales, puis tout le volet administratif. Puis, tu sais, très bien dit, aider les fonctionnaires à vous aider dans la façon de transiger avec eux, puis dans le respect de leur aussi cadre. J'ai beaucoup apprécié la façon dont vous avez abordé le deuxième ministère ou le deuxième secteur administratif. Et on est obligé, puis je sais qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires présents aujourd'hui, qui doivent, les gouvernements, là, moi, ma lecture, c'est des silos, hein, c'est une juxtaposition de silos, alors que votre mission peut toucher effectivement 2, 3 ministères ou 2, 3 secteurs. Puis combattre les silos est un travail presque impossible. Donc, il faut aider le fonctionnaire à être à l'aise avec le fait que peut-être que votre mission vous interpelle plus que le silo ministériel, mais il faut l'aider dans la façon d'articuler nos demandes pour lui permettre de manœuvrer, naviguer dans sa propre administration. Alors, aider le fonctionnaire à vous aider, c'était très, très instructif. Alors là, ça va être intéressant, la perspective de Nathalie Richard, directrice générale d'un organisme, comme plusieurs d'entre vous, qui a une expérience très variée en la matière. Puis là, on se conseille entre organismes communautaires. Donc, Nathalie, on a bien hâte de vous entendre. Ben, c'est gentil. Merci, François. Ça me fait plaisir d'être là. Mais en fait, je dois avouer que Mme Léger et Jonathan ont pas mal tout dit ce que j'avais à dire. La fréquence, c'est un principe en communication. Ben, voilà, exactement. Mais je vais me permettre une petite introduction peut-être pour dire que l'Étoile de Pachot, en fait, on est un organisme de service à la base. Et on est un organisme tout jeune. On a seulement 11 ans. Donc, à la base, quand on a commencé les services, c'est vraiment un accompagnement des parents qui ont un enfant lourdement ou polyhandicapé de moins de 18 ans. Puis, on faisait vraiment à la pièce de la défense de droit. Donc, des parents comme moi qui ont un enfant qui n'arrive pas à avoir, par exemple, les services au CLSC. Et là, notre équipe accompagnait chacun des parents afin de justement faire valoir leurs droits pour qu'ils obtiennent des services. On s'est rendu compte très, très, très rapidement qu'on allait ne jamais y arriver, parce qu'on devait recommencer à chaque fois avec chaque parent la même démarche. Donc, rapidement, on a pris, en fait, je m'attendais pas à ça. Moi, dans la vie, j'ai parti un organisme en ne sachant pas trop ce qui m'attendait dans la vie. Donc, j'ai vraiment sauté dans le bain et j'ai réalisé, mais il faut faire des changements systémiques. C'est pas vrai qu'on va pouvoir se battre un parent à la fois. Puis ça, c'était juste pour la région de Montréal. Là, on parlait de, tu sais, si on veut rejoindre tous les parents à travers le Québec, puis s'assurer qu'ils ont vraiment les services auxquels ils ont droit, il va falloir vraiment y aller d'une façon plus générale. Donc, c'est vraiment en 2018, en fait, que l'organisme a décidé de se lancer dans le bain, puis d'y aller avec la défense de droit là, au niveau du gouvernement du Québec. Et ce que j'ai envie de vous dire avec ça, en fait, c'est que je savais pas du tout où est-ce qu'on s'en allait avec ça, et ça a fonctionné. Et 7 ans plus tard, ça fait pas quand même longtemps, là, mais c'est le gouvernement maintenant qui nous appelle
pour avoir notre opinion, pour savoir ce qu'on pense de certaines choses, de certaines politiques. Fait que je trouve ça vraiment intéressant de voir que, un peu comme Jonathan le dit, quand on est constant, quand on est persévérant, puis qu'on travaille dans la collaboration et non dans la revendication, je pense qu'on établit quelque chose, un lien très, très pertinent qui fait que c'est vraiment de la collaboration. On n'est pas l'élu n'est pas notre ennemi. Ça devient un allié porteur du message que nous, on porte en fait, afin de s'assurer de changer des politiques, vraiment faire là, des changements systémiques. Avant de passer peut-être là, à mes conseils qui ont pas mal tout été dit, là, en écoutant parler tout le monde, ça m'a fait penser à des choses que j'avais peut-être pas notées là, au début, là, mais j'ai envie de vous dire en tant qu'organisme aussi, faites-vous confiance. Vous êtes l'expert de votre domaine. Vous connaissez le terrain, vous êtes sur le terrain. Quand on est en OBNL, on n'a pas le choix, on est sur le terrain. Vous connaissez votre matière par cœur, vous connaissez les problématiques, mais vous connaissez aussi les solutions. Ce qui vous manque, c'est des sous souvent pour le mettre en place. Donc, n'ayez pas peur. Encore une fois, je reviens à quand vous allez voir les élus, peu importe à quel niveau, via les municipal, fédéral, provincial, ils sont intéressés à vous écouter parler. Ils sont allés en politique pour eux aussi changer le monde. Jonathan le dit tantôt. Donc, n'ayez pas peur, ne soyez pas intimidés. Ces gens-là, ils veulent vous écouter. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de vous, des solutions que vous allez leur apporter. Puis, avant, encore une fois, j'en ai un autre petit conseil que je me suis décidée à rajouter puis que je pense qu'il est extrêmement pertinent, en fait. Allez consulter une firme de relations publiques. Je serais pas ici aujourd'hui, je pense, à vous parler si on n'avait pas dès le début fait affaire avec une firme de relations publiques. Pour moi, c'est un no-brainer. Ils possèdent une expertise, ils vont vous coacher, justement. C'est pas donné à tout le monde de parler en public, donc ils vont vous coacher par rapport à ça. Ils vont vous aider avec les médias, comment s'y prendre avec le gouvernement. Ils vont aussi pouvoir vous aider d'un point de vue plus administratif, comment monter vos documents. Donc moi, je vous dirais all the way, prenez-vous, trouvez-vous une firme de relations publiques qui va pouvoir vous accompagner dans vos démarches. Je reviens à mes conseils, là, je vais passer quand même rapidement pour pas répéter ce qui a été dit. Mon premier conseil, faire une demande claire et réaliste en proposant une solution concrète. Jonathan le dit tantôt, Madame Léger aussi. Ça va de soi, une solution, arriver avec une solution. La demande claire et réaliste, on l'a tous déjà entendu dans les médias, un groupe demande 300 millions au gouvernement en santé. Je trouve pas que c'est clair et réaliste personnellement. Prenez un pas de recul, trouvez une chose, un service à bonifier, à changer, trouvez une solution, décortiquez-la, ayez un budget et attaquez-vous à ça pièce par pièce. Vous avez beaucoup plus de chances d'aller faire de petits gains, de peut-être $1 million en 4 ans, mais après ça, vous allez bâtir votre notoriété justement et votre pertinence avec le gouvernement et ça va être beaucoup plus facile d'être entendu pour une prochaine demande, pour peut-être finalement, dans 10 ans, arriver avec votre objectif initial. Adapter, je pense que ça a été dit aussi, adapter la demande selon le public cible. Donc, les élus, on sait tous, sont hyper occupés. D'habitude, vous allez avoir une rencontre, ça va durer 30 minutes. Soyez bref, concis, préparés. On veut qu'ils comprennent en une demi-heure. Donc, la problématique, la solution, y a-t-il un budget relié à ça? Le détail de la poutine administrative, gardez-vous ça pour l'étape suivante, justement, quand on va vous mettre en lien avec les fonctionnaires. Et soyez prêts parce que c'est là que vous allez devoir donner souvent beaucoup de détails par rapport à votre demande. On l'a dit aussi tantôt, basez votre demande sur des faits avec soit des études, des rapports, sondages à l'appui, mais toujours appuyé de faits vécus. Ça, on n'a pas, je pense, trop de difficultés dans les OBNL. On vit avec les faits vécus, donc n'hésitez pas, en fait, à raconter ce qui se passe sur le terrain puis comment les répercussions, en fait, que ça donne sur les gens que vous aidez. Prochain conseil, faites vos devoirs. C'est un conseil qui va pour tous les points que j'aborde. En fait, faites vos devoirs, faites vos recherches. Si vous faites affaire avec une firme de relations publiques, ils vont les faire pour vous. Et prenez le temps de comprendre l'écosystème. Je pense que ça a été répété plusieurs fois. Là, c'est extrêmement important. Entre autres, pour à qui on s'adresse. Je pense que ça arrive souvent, ça, que les gens ne savent pas à qui s'adresser, que ce soit au municipal, au provincial ou au fédéral, puis qu'ils s'adressent à tout le monde.
c'est peut-être pas nécessairement la bonne méthode. On prend le temps de vraiment faire nos devoirs pour trouver à qui s'adresser. Et une fois que votre demande chemine et que vous avez rencontré l'élu en personne, ça a été dit aussi tantôt, l'attaché politique ou le chef de cabinet, ça va devenir votre meilleur ami. Donc, c'est avec cette personne-là qu'il faut entretenir un lien étroit. Coucou Jonathan. Et vraiment travailler sur cette relation-là avec cette personne-là. Ce qui m'amène à mon autre conseil, créer un lien de collaboration et de confiance. Tout est là. Encore une fois, je reviens à la personne avec qui vous allez travailler. C'est pas un ennemi, c'est votre allié. Il veut vous aider à faire cheminer votre demande en général. Donc, bâtissez ce lien de confiance avec cette personne. Je relis mes notes parce que je me souviens plus. Collaboration et transparence. Pour moi, ce volet-là, il est important. J'ai un petit exemple là. L'année passée, en fait, ça faisait plusieurs années qu'on faisait des démarches pour la mise en place d'un pont administratif entre deux services du gouvernement, un à Retraite Québec et un avec Santé. La Santé et Madame Bélanger nous a invités à faire l'annonce conjointe avec elle au mois d'avril pour la mise en place, en fait, l'annonce de la mise en place du pont administratif qu'on poussait depuis plusieurs années. Puis, j'ai appris cette journée-là que le pont administratif n'était pas tout à fait ce qu'on demandait, l'Étoile de Pachot, depuis 3 ans. Donc, j'étais déçue, bien sûr, parce qu'on m'avait invité à l'annonce publique médiatisée de cette mise en place. Et je lui ai dit poliment, bien sûr, et on a été capable de jaser notre désaccord et de se dire, Madame Bélanger m'a dit, on va continuer la discussion, puis je suis pas complètement fermée. Donc, j'aurais pu réagir d'une façon très, je m'en vais ou je participe pas, puis vous m'avez caché des choses. Mais non, j'ai été dans la collaboration. C'est une mini parenthèse que je fais, qui me semble pour moi plein de grand bon sens, là. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose, des fois, que les organismes communautaires il y a plusieurs organismes qui sont prompts à la revendication, à être fâchés. Puis on a le droit d'être fâchés, mais je pense qu'il faut faire attention justement de la façon que c'est dit. Tout est dans la collaboration, justement, là, et le lien de confiance. Ensuite de ça, mon prochain conseil, choisir de faire marche seule ou en groupe. On en a quand même un petit peu entendu parler. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Si peut-être les gens ont des questions, après, ça me fera plaisir d'y répondre. Je pense que les deux sont possibles. Pour donner un exemple, lorsque l'Étoile de Pachot a commencé les revendications en 2018, on n'était pas connus. Personne ne connaissait. On était tout nouveau, tout jeune. Donc, on s'est allié de d'autres organismes, de d'autres associations de parents pour porter notre demande au gouvernement. Maintenant, on n'a plus besoin de le faire parce qu'on est reconnu, je dis ça en guillemets, je ne sais pas pourquoi, mais on est reconnu comme étant l'organisme au Québec qui porte les droits des enfants lourdement handicapés ou polyhandicapés. Et c'est le gouvernement qui vient vers nous directement. Donc, on n'a plus besoin de passer par une coalition. Il y a des avantages, des inconvénients pour l'un et pour l'autre. C'est à vous de voir. C'est sûr que porter une cause seule, c'est lourd. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, je ne vous mentirai pas. Travailler en coalition, on peut se répartir le travail. Mais je pense que des fois aussi, ça peut aller moins vite. On a un pouvoir de réaction qui est peut-être un petit peu moins rapide. Pas plus tard qu'au mois de décembre, tout le monde l'a vu, là, le 1,5 milliard de coupures en santé et services sociaux. Il y a le fameux chèque emploi-service dont tout le monde a sûrement entendu parler à l'heure où on se parle, qui a eu des coupures drastiques. On avait un lien privilégié avec le cabinet de Mme Bélanger. Ça a pris 2 jours et on a eu une rencontre très, très rapidement. Et ensuite de ça, avec Santé Québec aussi, ça s'est mis en place rapidement. On fait partie d'une coalition. La coalition a mis 3 semaines avant de s'organiser pour être capable d'être d'accord, de discuter, puis d'aller dans des actions plus précises après. C'est là que je veux vous amener peut-être à réfléchir des fois à lequel est le mieux pour votre demande selon votre demande. Je poursuis. Recours aux médias. C'est là, on n'a pas beaucoup parlé. Je pense que c'est important quand même parce que ça fait partie souvent des organismes lorsqu'on approche le gouvernement avec des demandes. Il va falloir éventuellement utiliser les médias. J'ai envie de vous dire prudence. Les médias, oui, mais il y a beaucoup de mais. Je ramène la firme de relations publiques. C'est les meilleurs, je pense, pour vous aider à décortiquer le tout. Si vous ne faites pas affaire avec une firme de relations publiques, faites attention de bien choisir votre média. Parfois, même le journaliste, on veut-tu du sensationnalisme? Qu'est-ce qu'on veut sortir comme message? Donc, il y a quand même du petit travail à faire là. Important de faire la sortie médiatique aussi au bon moment. Trop tôt, vous pouvez brûler votre sujet. Si Trump prend toute la place dans les médias, c'est peut-être pas le temps de sortir votre nouvelle.
Le ton aussi que vous allez avoir, si c'est à la radio ou à la télé, est très important. Je pense que il faut faire attention justement de porter le même ton que vous avez avec le gouvernement et surtout de tenir les mêmes messages aussi. Il faut que ça soit cohérent, ce que vous dites aux médias et aux politiques. Ne pas non plus divulguer, pardon, tout ce que vous dites dans vos échanges avec le politique. Vous n'êtes pas obligé de tout dire. Hein? On dit les grandes lignes, puis on peut se garder une petite part de mystère là, pour ce qui a été dit en rencontre privée. Mon dernier conseil serait par rapport à la période, en fait, préélectorale. C'est une période qui est vraiment riche pour faire des demandes. Pourquoi? Ben, parce que tous les partis, en fait, dans ce moment-là, sont en campagne. Donc, c'est le temps de parler de vos enjeux, de vos solutions. C'est le temps d'essayer d'obtenir des promesses électorales. Et c'est lorsqu'il y a des promesses électorales comme ça qui sont faites et que le parti est élu, ben, il doit tenir sa promesse électorale. Et c'est là que vous réalisez des gains. Et ça me permet de faire un petit coucou à Jonathan que j'ai rencontré exactement de cette façon-là. Et voilà. Ça fait tout. Merci. Très riche encore une fois, bravo. Très concret, puis on sent aussi l'expérience acquise rapidement et profondément. Donc, merci beaucoup, Nathalie. Euh, je vais maintenant aborder quelques questions complémentaires. Bon, je vais éviter de répéter, puis je vais inviter les quatre panélistes à réagir selon ce que je vais aborder. J'aimerais ça vous entendre sur les relations avec les partis d'opposition. Alors, puis Nicole, vous avez été whip de l'opposition, présidente du caucus de l'opposition. Euh, on a tendance à se tourner vers les gens au pouvoir, entre guillemets, mais même au niveau municipal, dans plusieurs municipalités, il y a des oppositions. Quels sont vos conseils d'amis sur la relation que devrait avoir un organisme? Puis là, on aborde aussi la question de partisanerie, non-partisanerie, là. Alors, j'aimerais ça juste creuser ça parce qu'on est en période préélectorale au fédéral, au municipal et même au provincial pour la prochaine année et demie. Donc, quelques conseils peut-être sur les relations avec les partis d'opposition. Oui, effectivement. D'abord, ce que je peux vous dire, c'est que la première chose pour un organisme, avant d'aller dans l'opposition ou pas, ou c'est le gouvernement, c'est d'aller voir son député. Pour moi, quand on arrive dans ce type de relation-là, là, c'est d'aller voir le député localement. Alors, c'est bien plate parfois qu'on passe outre le député, puis on s'en va dans les autres instances ou dans les oppositions ou au gouvernement, peu importe, puis que tu n'as pas été localement à dire à ton député ou démontrer à ton député tes irritants ou que ça avance pas, ou bon, peu importe. Là. Alors, je pense que le député. Alors, un député de localement, soit au gouvernement, soit dans l'opposition, au deuxième groupe d'opposition, il est situé quelque part dans l'appareil gouvernemental. Peu importe. C'est important de le rencontrer. Et s'il est dans l'opposition, ben, c'est déjà là, vous avez votre porte-parole. Déjà, il va vous guider aussi parce que il y a dans les gouvernements, il y a des ministres qui ont des dossiers puis qui portent sur eux leur secteur d'activité, mais tu as aussi du côté de l'opposition des députés qui ont ce rôle-là aussi, qui portent en eux des sujets ou des thèmes alors, tu as le porte-parole de l'éducation, tu as le porte-parole de l'économie, tu as le porte-parole de différents porte-paroles aussi. Alors, donc, à un niveau de nomination des députés qui ont des rôles aussi qui permettent, alors c'est des fois cette rencontre-là avec le porte-parole de l'opposition est aussi important que celle du gouvernement. C'est sûr que quand tu es au gouvernement, tu as une belle relation, puis tu as fait une belle collaboration, puis ça avance ton dossier, puis ça va mettre ça dans les mains de l'opposition, c'est sûr que tu peux peut-être faire reculer ton dossier. Parce que avec le gouvernement, parce que le gouvernement, quand même, c'est lui qui a les règnes, puis qui a les budgets, puis qui a le trésor. Donc, c'est avec lui qu'il faut travailler. Mais des fois, ça bloque. Puis, à un moment donné, ben, quand ça bloque, puis que tu le dis que ça avance pas, puis que tu fais tes revendications, puis que ça bouge pas, puis tu sens qu'il n'y a pas d'aide plus ou moins, ben évidemment, là. Alors, il y a une stratégie, il faut être intelligent
quand on aborde l'opposition. Puis en même temps, ben, c'est l'opposition qui peut te faire avancer parce que dans l'opposition, les députés même peuvent, à l'Assemblée nationale, apporter ça même dans une période de questions, dans une façon beaucoup très publique. Parfois, tu peux participer avec des députés, ton organisme ou des organisations dans des conférences de presse. Il y a différentes façons, mais il faut juste être intelligent et avoir du doigté, à mon avis. Et garder la relation avec tout le monde, en fait, de ne pas aller au point. Est-ce qu'il y a d'autres panélistes qui veulent réagir à cette Je question-là de la relation avec l'opposition, Jonathan? Oui, rapidement, François, parce que à la blague, Nicole, j'aimerais dire, tu sais, comme on a connu ça, nous autres, l'opposition, dans le sens où est-ce que, tu sais, il y a quasiment 15 ans. À un moment donné, ça, ça fait qu'on est devenu pas mal des spécialistes de la contribution qu'on peut avoir, mais l'idée, puis je reviens aussi sur ce que Nathalie disait, c'est de comprendre le cycle électoral où il y a des moments. Les partis d'opposition, certains ont beaucoup de chances d'être le prochain gouvernement, donc d'être dans la plateforme électorale parce qu'on les a approchés. Donc, il y a deux façons. Est-ce qu'on les approche parce qu'on veut mettre une pression, là, prudence, exactement comme Nicole l'a dit, mettre une pression sur le gouvernement, ou les approcher pour les sensibiliser pour être dans la plateforme électorale? Nathalie, c'est exactement, elle est devenue un engagement électoral. Et il faut le dire, là, les gens vont dire, ouais, mais les promesses électorales. Non, non, il y a un observatoire, il y a un groupe de l'Université Laval qui regarde pour chaque cycle si les gouvernements ont répondu à leurs engagements électoraux et c'est autour de 75-80 là, de réalisation des engagements. Et je vous le dis juste que quand on s'est retrouvé au gouvernement, puis qu'on appelait parce qu'on avait plein d'autres organismes qui avaient plein d'autres bonnes idées, la première chose qu'on se faisait dire, c'est où est-ce que tu es rendu dans les engagements électoraux? Ça, c'est la priorité. Tu livres-tu les engagements électoraux? Avant de commencer à partir d'autres projets, il y a ça. Donc, comprendre le cycle électoral, se rapprocher des oppositions pour sensibiliser, pour que le jour où ce parti-là aura une plateforme électorale ou sera au gouvernement, on aura fait ça. Mais se servir des oppositions pour mettre de la pression sur le gouvernement, c'est comme se servir des médias. Il faut énormément de doigté pour le faire parce que sinon, c'est sûr qu'on casse quelque chose parce que ce que vous voulez avoir, c'est d'abord des canaux de communication ouverts avec les décideurs. Très bien. Est-ce que vous me permettez de dire? Oui, allez-y. C'est sûr que ça paraît peut-être compliqué pour un organisme d'être dans la mouvance politique, dans la mouvance des organisations gouvernementales, pardon. Ça peut être, mais la question qu'il faut quand même se poser, est-ce qu'on veut faire avancer notre organisme, soit par du financement, soit pour aller chercher les subventions qu'il faut, etc., ou faire avancer notre cause? Alors, si c'est notre organisme, c'est une chose, mais si la cause, c'est une chose. Si votre cause, c'est vraiment l'environnement, puis alors là, il y a des enjeux qui sont plus politiques, puis là, il y a une façon de travailler. C'est pour faire avancer votre organisme, il y a aussi une façon de travailler, moins faire ça, plus faire ça, avoir plus de stratégie à ce niveau-là. C'est deux voies qui sont pour moi particulières ou spécifiques. Je vais aborder deux autres questions. La première, bon, dans le panel, parmi les participants du panel, il y a beaucoup d'organismes de services, à l'image de Nathalie, je dirais, et de son conseil de collaboration, de transparence, de relations de confiance. Mais il y a aussi des organismes qu'on pourrait définir de défense des droits, qui ont une culture un peu plus revendicatrice, dont c'est la mission de représenter des écarts dans les droits ou des besoins et historiquement, avec une certaine culture militante, pour pas dire un peu plus mordeuse de jarret. Alors, entre dire il faut collaborer, puis tout ça, là, je fais exprès, c'est à l'extrême, quasiment de se subordonner à des intérêts politiques, puis à l'autre bout, d'être confrontant, revendicateur acharné, manifestation, médias, faire mal paraître le politique. Là, évidemment, les extrêmes. Il y a le média, mais qu'est-ce qu'on dit à un organisme qui a une historique, une mission plus militante? Comment le politique interagit avec ces gens-là? Puis à quel moment ça reste une tension que je dirais fertile?
Alors, on est je suis dans le tricotage puis le brodage, mais j'aimerais ça vous entendre dans les câbles. Quand on rentre, on est dans les câbles. Comment on joue ça? Moi, je peux vous dire que les organismes de droit, ça a toujours été pas simple pour des gouvernements ou des députés ou des instances. C'est parce que, comme disait Nathalie tout à l'heure, il y a l'idée de collaboration puis l'idée de confrontation. Fait que c'est sûr que les organismes de défense de droit, au départ, c'est, ça va sensibiliser beaucoup la population. Ça, c'est correct. Puis mais au niveau des élus, c'est toujours plus difficile. On les respecte, tout ça, mais c'est pas mal plus difficile. Puis je me souviens quand j'ai fait toute la politique de reconnaissance, la première politique de reconnaissance gouvernementale pour reconnaître les organismes communautaires dans leur mission globale, pas nécessairement juste par appel de projet, là, puis tout ça, là, mais une mission globale, ça n'a pas été simple parce que les groupes de défense de droit, peu importe ce on aurait fait, ils étaient en désaccord parce qu'il y a un mot qui n'était pas correct ou parce qu'une phrase n'était pas correcte, parce que, tu sais, alors on se bat beaucoup sur des dogmes parfois. Alors, c'est pas simple, les groupes de défense de droit, c'est ce que je veux vous dire. Ce qui est absolument important, mais c'est pour l'élu, là, tel quel, je pense que ça fait avancer la société, ça peut faire avancer un gouvernement, mais ça bouscule aussi beaucoup, avec raison, certaines fois, mais politiquement, c'est plus difficile. C'est ça. Puis je pense que Jonathan, je t'ai vu réagir. Je veux juste dire, dans l'évolution d'un organisme et d'une cause, ou d'une coalition et d'une cause, il y a une période où on est beaucoup sur les enjeux. Puis là, ça peut prendre des années, des décennies avant que ça sorte de terre. Mais il faut qu'un organisme qui sent que la bascule vers la solution est amorcée, il faut arrêter de parler du problème. Puis même un organisme de défense des droits devrait se réjouir qu'on est rendu à parler des solutions. Puis de ne pas rester des professionnels du problème. Donc, mais ça, c'est déchirant à l'échelle humaine dans les organisations, puis dans les cultures des organisations pour l'avoir vécu moi-même. Jonathan, est-ce que... Non, j'ai vu Rosalie lever le doigt. Rosalie? Oui, ben rapidement, là, pour laisser le temps à Jonathan aussi, moi, je trouve qu'un bon moyen de le faire, c'est en commission parlementaire. Quand il y a des projets de loi, il y a des stratégies, des consultations. Là, on s'attend comme organisme de défense des droits que vous ayez de défendre une cause. C'est le terrain pour le faire. Donc, des fois, juste de choisir votre terrain, au lieu de sortir dans les médias pour critiquer, je viens de dire que le gouvernement, dans le projet de loi, manquait tel élément. Puis c'est bien reçu parce que ça sert à ça. Donc, juste choisir votre terrain, des fois, ça peut faire une différence. Brièvement, Jonathan, parce oui, que brièvement, avant la période de questions. Je vais être très... pas dur, mais ce que je vais vous dire, c'est que, tu sais, le jeu politique, des fois, fait en sorte que, ou bien on va vouloir aborder l'enjeu, ou bien on va vouloir aborder le porteur. Et on va souvent, c'est bête à dire, on va souvent prendre le plus faible des deux. Le groupe de défense de droit, les enjeux sont tellement fondamentaux, sont tellement au cœur de notre organisation puis des valeurs qui sous-tendent, mettons, ou qui soutiennent la société québécoise, que c'est beaucoup plus facile de dire « Ah, ils seront jamais contents » ou « On les entend encore » aussi. Donc, on ne parle pas de l'enjeu, on parle de l'organisme parce que c'est la meilleure façon de dire « Nous, on veut parler de solutions de ci ou de ça. » Donc, lorsqu'on est un organisme de défense de droit, comment, au-delà de l'enjeu, nous, l'organisme, on va essayer aussi de montrer qu'on est parlable, qu'il y a quelque chose de pragmatique. Donc, vraiment très ferme sur la vision, mais aussi avoir quand même capable d'une discussion sur les moyens pour s'y rendre. Alors ça serait peut-être la meilleure suggestion que je donnerais aux organismes de défense de droit. Très bien. Là, j'ai une question d'un autre ordre, puis après, on va passer à la période de questions avec Lise comme relayeuse. Les organismes passent souvent beaucoup de temps à préparer des documents, à remettre lors des rencontres avec des élus, fonctionnaires, etc. Avez-vous un conseil sur le fond et la forme des documents que les organismes préparent? Alors, soyez bref, parce que la réponse, c'est ça, c'est d'être bref dans nos documents. J'interpelle les 4 panélistes sur les conseils d'amis sur la préparation des documents. Trois documents. Votre document de fond, là, de 10, 20 pages, OK. Un résumé exécutif de 3 pages, puis un communiqué de presse d'1 page. En gros, 3 documents. Pensez toujours 3 documents. Il y en a un, puis
selon le temps. Puis de toute façon, ça va vous aider, là, ces trois-là. Donc, le document, allez jusqu'au fond des choses. Si c'est un 50 pages, go pour le 50 pages. Pensez à le résumer en 3 pages, puis pensez faire un communiqué de presse en 1 page. Ces 3 documents-là, c'est ça qu'on envoie. Il ne faut pas que le document de 50 pages ne soit lu que par la personne qui l'écrit. Ouais. Et ben, en tout cas, ça, je veux dire, mais c'est parce que des fois, dans l'intérieur de l'organisme, on n'a pas le choix de le faire, le document. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on se communique entre nous aussi. Hein. Qu'est-ce que nos pairs vont penser? Puis je veux montrer que j'en connais, puis que je suis sensible, puis que je suis nuancé, puis que j'ai tout pris en considération. OK, vous devez le faire, vous voulez le faire, mais le 3 pages puis le 1 page, de toute façon, ça va aider sur OK, c'est vraiment de ça que vous voulez nous parler. Donc, pensez ces 3 Excellent. de documents-là. Nicole? À qui on s'adresse? Alors, c'est sûr que si tu t'adresses aux députés, tu n'arrives pas avec ton 50 pages. Absolument pas. En 1 page, on a besoin de savoir c'est quoi votre mission, combien vous avez d'argent, combien vous avez, votre financement est fait, et par qui aussi, qui vos bailleurs de fonds. C'est quoi votre mission vraiment là, globale de ce que vous faites. Ça, et d'avoir le document de 50 pages aussi. Là, c'est un plus, parce que quand on veut s'y référer, on veut regarder. Alors, moi, comme député, j'étais aussi rapide à vouloir regarder rapidement ce qu'il y en est, puis après, d'aller étudier, puis de regarder, j'amène ça dans mon cahier, j'amène ça au Parlement, puis je lis par après. Alors, c'est sûr que faut vraiment être condensé. Excellent. Rosalie, ça va? Nathalie, ça va? J'aurais peut-être juste un mini. Ce qu'on retrouve beaucoup dans les documents des organismes, c'est on parle beaucoup de la cause, pourquoi votre cause est importante, puis de vos activités, qu'est-ce que vous faites. On trouve très rarement le lien entre les deux. Comment vos activités vont avoir un impact concret sur la cause. On dirait que cette partie-là est souvent oubliée dans les documents. Donc, si vous êtes capable de la dire, encore plus, comment vous allez mesurer votre impact sur votre cause, ça, on le retrouve très, très rarement. Donc, si vous êtes capable de cibler ça, vous êtes dans le 1%, puis vous avez après une meilleure écoute, je pense, de tant politique que fonctionnel. Excellent. Alors, je me tourne maintenant vers Lise Roche qui va relayer certaines de vos questions. Lise? Merci François. Alors, quelques questions, puis j'invite les gens à continuer pendant les réponses. Je poursuivrai. J'en ai jumelé quelques-unes. Mais avant de commencer, je tiens à dire beaucoup de remerciements, de félicitations, d'applaudissements pour nos panélistes tout au fil du déroulement. La première question, François, c'est pour toi. Alors, les gens ont bien aimé ta petite phrase, un lien avec le corps, le cœur, mais ils n'ont pas eu le temps de la noter. Fait que si tu pouvais prendre le temps de nous ajouter ça dans la conversation, certains apprécieraient. Sinon, il y a eu beaucoup de questions dans le début de la présentation de Nicole sur les liens pertinents là, pour s'abonner à des communications gouvernementales. Beaucoup de personnes ont mis des liens dans la conversation. J'ai tout noté. Donc, je pense qu'on a les réponses et je vais m'assurer avec l'équipe de la Fondation Bombardier là, pour que ce soit ajouté dans les notes de Nicole. Petite parenthèse, les notes des panélistes vont vous être transmises par courriel sous peu avec un formulaire d'évaluation pour savoir si vous êtes content. Pour l'enregistrement, tel que mentionné dans la conversation et en début de présentation, nous attendons confirmation là, de la part de l'ensemble des panélistes là, pour voir si ça vous sera transmis. On nous demande de façon générale, François, tu verras qui peut répondre le mieux à ça. Est-ce qu'un OBNL doit s'inscrire au registre de lobbyisme? J'en profite pour mettre dans le chat le lien vers le site Internet où il y a l'ensemble de l'information. Peut-être quelque chose à regarder régulièrement. François? Alors, rapidement, là, je vais l'écrire dans le chat, je n'ai pas terminé. Là. C'est l'âme, la tête, le cœur, le ventre, le porte-monnaie. Donc, l'âme, c'est souvent votre mission, votre cause, l'âme. La tête, c'est la description concrète, simple, avec statistiques souvent et de la science. Le cœur, c'est l'histoire de cas à l'échelle humaine. Le ventre, c'est le ventre dans le sens guts en anglais, c'est l'intuition, ça a du sens, pas du gros bon sens, mais ça a du sens. Les Anglais appellent ça aussi streetwise. Je peux m'imaginer que ça a de l'allure, c'est ça qui se passe dans la vraie vie. Et le porte-monnaie, ben, on demande de l'argent, ça vaut ce qu'on demande. Puis il y a de l'argent dans le porte-monnaie.
Alors, c'est ça. Pour ce qui est du lobbyisme, il y a une loi sur le lobbyisme. Les commissaires au lobbyisme du gouvernement du Québec ont souvent tenté d'assujettir les organismes à but non lucratif à cette loi-là ou au règlement. Il y a toujours eu une contre-attaque, je dirais, du milieu communautaire pour ne pas être assujetti en disant que les organismes communautaires, c'est des organismes démocratiquement créés et tout ça, qui ont des missions et que la lourdeur administrative du cadre réglementaire du lobbyisme faisait en sorte que c'était compliqué pour eux de suivre. Fait qu'il y avait un argumentaire idéologique, mais aussi un argumentaire pragmatique. Puis, donc, la réponse courte, c'est en ce moment, on n'est pas assujetti, mais on pourrait le devenir. Puis lorsque vous faites appel à des firmes de relations publiques, par exemple, elles peuvent être assujetties, donc à surveiller. Alors ça, c'est en réponse à certaines questions. Merci beaucoup. Lise, Oui. Lise, Ensuite, on a pour Rosalie 3 questions. Alors, je te les lance en rafale parce que probablement que ta réponse couvrira les 3. Mais quand il a été question là, d'interpeller les fonctionnaires, comment avoir accès à un ou des fonctionnaires? Comment évaluer si notre demande ou notre projet doit être adressé à un fonctionnaire plutôt qu'à un élu? Et lorsqu'on parle d'avoir l'appui d'une équipe de fonctionnaires avant d'en approcher une autre de notre ministère, est-ce qu'on veut dire dans un même ministère ou dans 2 ministères différents? Je vais commencer par la dernière parce que ça va être la réponse la plus courte. Les 2. Quand c'est dans une équipe dans un même ministère ou dans un autre ministère, je pense que dans les 2 cas, c'est bien d'avoir l'appui de votre première famille de fonctionnaires. C'est possible. Donc, juste leur signaler que vous allez le faire. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des enjeux? Est-ce que vous voulez m'appuyer là-dedans? C'est tout à fait pertinent. Là, même dans le cas d'un ministère, il y a des silos, donc c'est bien de le demander aussi quand c'est dans le même ministère. Comment est-ce qu'on fait pour avoir accès aux fonctionnaires? Mais c'est une grande question, mais en quelques petits trucs, si vous répondez à des appels à projets, normalement, vous avez accès à des séances d'information avec des fonctionnaires. Il y a une adresse au bas de la page dans laquelle vous pouvez poser des questions. Donc, si vous avez aucune idée c'est qui vos fonctionnaires, une bonne façon d'entrer en contact avec eux et aussi beaucoup dans les événements. C'est sûr que quand il y a un lancement de stratégie gouvernementale, un ministre vient parler à un événement de votre secteur, il y a toujours 5-6 fonctionnaires dans la salle là, qui sont là. Donc, essayez de les trouver, de réseauter avec eux, de prendre un moment. Ça peut être une bonne façon de comprendre ils sont qui. Et si jamais vous les connaissez déjà, mais comment on a accès à eux, ben c'est au fil du temps puis par la constance justement qu'ils voient que vous êtes des organismes présents, que la relation peut se bâtir puis qu'il peut y avoir des occasions de collaboration. Les visites terrain, je le redis, c'est toujours un très, très gagnant. Là. Si vous pouvez les inviter à vous visiter, ça peut être un bon projet. Puis la question dans le milieu, Lise, j'ai comme comment est-ce qu'on fait pour savoir si on s'adresse aux fonctionnaires ou aux politiques? Moi, j'ai envie de dire, si vous pouvez faire les 2, faites les 2, hein, un courriel, différentes personnes dans le message. De bonnes chances, de toute façon, que si vous l'envoyez aux politiques, ça redescend aux fonctionnaires pour avoir un avis formel. Donc, ils vont vous connaître de cette façon-là aussi. Mais si vous avez les adresses courriel des 2, mettez les 2. Est-ce que, Rosalie, je me permets de compléter, mais est-ce que c'est une bonne idée que de poser la question à la première personne à qui on s'adresse? Voici, êtes-vous la bonne personne à qui je dois m'adresser? Sinon, 100%. Merci de rediriger. 100%. 100%. Merci. Puis, Lise, je vais te laisser pour une autre question. Je veux juste dire, les organisations sont pleines de gens dont le seul pouvoir est de vous dire non. Puis, on veut savoir qui peut nous dire oui et on procède. Donc, des fois, au lieu de passer beaucoup de gens, faites des appels pour savoir est-ce que vous êtes en train de faire un démarchage auprès d'une personne qui, ultimement, sera en mesure de dire oui. Parfait. Lise, autre question? Une ou 2 encore? Bien, pour Nathalie, 2 questions que je vais séparer, là, mais quand tu mentionnes que c'est le gouvernement qui contacte l'organisme ou la directrice en personne, est-ce que tu parles du politique ou de l'administratif?
Dans ce cas-ci, je parlais en fait du politique, c'est le cabinet de Madame Bélanger. Pas elle elle-même, bien sûr, mais sa directrice de cabinet. Donc, et l'équipe de Santé Québec aussi. Donc, je pense que ça peut être les deux, en fait, mais dans notre cas, c'était ça. La prochaine question a été posée pendant ta présentation, mais peut s'adresser à d'autres panélistes. Alors, je la lance et à vous de voir. Un organisme est souvent membre de plus d'un regroupement. Quand est-ce qu'un organisme décide de passer par son regroupement d'organismes plutôt que de faire sa démarche seul? Est-ce que c'est en lien avec les revendications des regroupements dont il est membre, de l'agenda, de sa demande, de ses contacts? Comment un organisme fait-il ce choix? Ben, je pense que tu as un peu répondu à la question, Lise, mais oui, en fait, j'essaie de... Je pense que ça dépend de beaucoup de choses, là. Je suis en train de réfléchir en même temps, mais je prends par exemple, là, je reviens à mon exemple, tu sais, au début, quand on a fait notre première demande en 2018, on n'était pas connus, on avait besoin d'être soutenus, que notre demande, pour qu'elle soit pertinente au gouvernement, qu'elle soit supportée par un maximum de gens. Donc, ça allait de soi de faire la demande en groupe, c'était pas une coalition, là, mais à plusieurs organismes. Donc, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à faire à ça selon la demande, selon l'urgence aussi de la situation. Je vais juste regarder là, cet hiver justement avec, je l'ai dit, je pense tantôt mon exemple, des fois je radote, ça m'arrive ça. Mais avec le chèque emploi service, nous, on a eu l'occasion de se revirer très, très vite pour avoir une rencontre avec le cabinet de Mme Bélanger et Santé Québec. Une coalition, ça peut être plus long avant qu'ils se tournent de côté, puis que tout le monde fasse une rencontre ensemble et qu'ils puissent aller de l'avant avant de prendre des actions. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses, en fait, là-dedans à analyser. Je vois que Nicole a une main levée, peut-être qu'elle peut compléter. Oui. Nicole, une intervention, puis après, on va passer au prochain point de l'événement. Nicole? J'ai des petits fébrilités, là, de toutes sortes de choses. Allez-y. Moi, je pense, au cheminement seul ou pas, tout ça. Ce qui est pour moi évident, c'est que j'ai tellement vu souvent d'organismes qui avaient fait leur cheminement seuls ou avec un regroupement, peu importe. Ils ont embarqué dans un appel de projet, ils attendent des réponses, tout ça, puis à un moment donné, c'est bloqué. Ils se retournent venir voir leurs députés. C'est bloqué, puis ils sont bien déçus. Puis, moi, là, je crois que c'est nécessaire, la rencontre avec le député. C'est nécessaire, ce lien-là avec le député. Parce que tout le long de votre mission d'organisme, au fil du temps, au fil des années, il va y avoir toutes sortes de situations, des projets qui vont s'ajouter, des demandes de financement régulièrement, un événement. Je crois que ce lien-là de proximité avec le député est absolument important. C'est sûr qu'il y a des députés qui peut-être, vous allez voir, il y a toutes sortes de députés, là, évidemment. On est tous humains, là. Il y en a des organismes, ils n'ont pas trop de liens, mais il faut les faire, ces liens-là. Alors, pour moi, c'est nécessaire, le lien avec le député. Puis jamais oublier non plus que les appels de projet, c'est une façon d'avoir du financement. Ce que tout à l'heure Rosalie disait, c'est une façon d'avoir du financement. Mais il faut jamais oublier que les revendications premières de tous les organismes communautaires au Québec, c'est de faire reconnaître leur mission de base, leur mission globale, puis d'avoir du financement pour la mission de base. Puis ça, on a à se battre avec tous les gouvernements à chaque fois pour ça. Et reconnaître votre approche globale de votre mission. Ça, alors, on passe par des appels de projets, mais les projets, il faut que ce soit en fonction d'un enjeu gouvernemental ou tu sais qu'il y a un élément important à faire des appels de projets, mais les gouvernements aiment ça, que ce soit juste par des projets, parce que ça va dans des cases qui va vraiment dans les enjeux que eux décident, que le gouvernement décide selon les ministères. Alors, c'est important pour moi que toujours quand même la mission globale que votre député puisse vous collaborer avec vous, peut être en partenariat avec vous pour toutes ces démarches-là. Alors, avant d'arriver à vouloir faire des démarches seules, oui, il faut faire des démarches seules, mais pas attendre d'être rendu trop loin pour que le député
Quelle est la force du député? C'est sûr que c'est le fonctionnaire au bout qui va faire des propositions, où il y a des jurys, il y a toutes sortes de démarches au niveau du gouvernement, à l'intérieur du gouvernement. Il faut avoir ces liens-là. Mais parce que tu rentres dans un appel de projet, mais tu aurais un autre type d'appel de projet, c'est d'autres fonctionnaires, c'est pas toujours les mêmes, là. Alors, il y a toutes sortes de bons, quand ton député reste il est pérenne dans ça. Alors, moi, c'est Puis, important ce que je voulais vous dire sur. excellent. Puis, juste parce qu'il y a une question dans le chat, euh, même pour un organisme provincial, je pense que vous l'avez mentionné, Nicole, même un organisme provincial dont le siège social est dans tel arrondissement ou telle ville, d'aller voir le député pour dire on a une portée provinciale, il y a un écho local, parce que, alors, je pense que, encore une fois, c'est pas un ou l'autre, mais un et l'autre. Alors, merci Lise d'avoir relayé ces questions-là. On a 2, 3 éléments encore à couvrir. Je vais passer la parole à Karine Gehlmann de la plateforme Pour Allier, qui va vous présenter une liste de ressources sur la communication d'influence et les relations gouvernementales. Karine, si on peut, en 5-10 minutes, parce qu'on est un peu serré dans le temps, mais faire le tour des diapos, introduire Pour Allier et les diapos. Et je vous rappelle que les diapos vont être accessibles dans quelques jours et on va vous en informer. Karine. Merci beaucoup François et merci beaucoup pour toutes les bonnes pratiques qui ont été évoquées. Ça me permet d'introduire très naturellement la plateforme Pour Allier. Pour Allier, c'est une plateforme numérique en communication d'influence. On propose des outils et des ressources pour soutenir les acteurs du changement social afin qu'ils élaborent une stratégie en communication d'influence pour rallier les décideurs et les communautés à leur initiative. Donc, à travers un jeu de questionnement, notre démarche vous emmène un peu comme un jeu dont vous êtes le héros. On vous pose des questions sur votre organisme, sur votre contexte, sur les décideurs que vous voulez rallier. Et au fur et à mesure, on vous envoie vers tel ou tel outil, des outils que je vais vous présenter. Et en fait, notre but, c'est vraiment que Pour Allier soit ouvert à tous. C'est une plateforme qui est gratuite et qui permet à chacun de pouvoir porter sa voix. Donc, comme va vous montrer la slide 2, en fait, on a créé notre stratégie à travers 4 points, 4 clés: se préparer, se déployer, interagir et apprendre. On propose 89 outils qui s'articulent autour de ces étapes clés. Et ces 89 outils, je vais vous présenter un petit échantillonnage. On va présenter le premier et le deuxième, donc sur la slide 3. Le premier outil, c'est, alors si on peut mettre, oui, que faire et que dire pour persuader. Donc au début, c'est une infographie. Donc si on peut cliquer sur le lien que faire et que dire pour persuader, on va voir une infographie où on vous explique les principaux points en fait de... Alors, juste le temps que ça apparaisse sur votre écran. Bon, je vais vous dire, faire que dire et persuader, on va reprendre un peu comme en journalisme, à qui on s'adresse, pourquoi on s'adresse, comment on s'adresse. Donc, de manière très pédagogique, on va énoncer les fondamentaux. Ensuite, vous allez être dirigé vers un webinaire qui est présenté par François Lagarde, que vous connaissez tous maintenant, et il va vous raconter un peu comment on persuade, quelles sont les techniques de persuasion. On a toute une série d'outils de ce type qui va vous mener étape par étape, donc qui va de se préparer, interagir, comment interagir avec les politiques. On a, comme vous le voyez, interagir avec la politique, avec le cabinet Ryan Public, qui va vous montrer les différences entre les cabinets politiques et les ministères. Donc, pendant à peu près 45 minutes, ils vont vous expliquer comment faire la différence, comment parler, comment s'adresser au ministère. C'est un peu ce qu'on a vu à travers toutes les interventions. Comment vous adresser à votre écosystème. Sur la 3e slide, vous allez voir une étude de cas qui vous est proposée, une étude de cas pour comment rallier un maire. Vous avez par exemple l'idée de créer un jardin communautaire. Et donc, à travers cette étude, vous allez avoir les différentes étapes, du début de votre projet jusqu'à la fin. Et dans la démarche Pour Allier, vous allez pouvoir répondre à des questions, comme vous allez trouver dans cette étude de cas, qui vont vous guider jusqu'à l'aboutissement de votre projet.
On a également une série documentaire, une série webinaire sur mieux connaître vos décideurs. Donc, on va apprendre toutes sortes de décideurs. Vos décideurs peuvent être politiques, votre décideur peut être un directeur de cabinet, peut être un élu, mais peut être également dans le monde de l'éducation, dans le monde de la santé. Et enfin, une dernière slide on propose également des outils pour mobiliser les décideurs, comment les impliquer dans votre projet. Donc, on a un guide pour la participation des élus et dedans, on vous présente les meilleures pratiques de mobilisation. Un dernier outil que je voudrais vous proposer, c'est l'accompagnement collectif, un guide d'accompagnement qui va vous montrer comment utiliser la démarche pour allier au sein de votre équipe, donc en groupe. Alors, si on peut cliquer sur la slide. Je pense pas que c'est possible. Donc, en fait, c'est vraiment vous montrer toutes les étapes et vous allez pouvoir faire toujours dans la même démarche pour allier à travers un jeu de questions-réponses. Vous allez pouvoir vous poser entre vous à qui on va s'adresser, comment on va s'adresser. C'est toujours, comme l'a dit tout à l'heure François, en communication, on martèle toujours un peu le même discours, mais justement, comment se faire entendre et étape par étape, vous allez pouvoir élaborer votre stratégie d'influence. Sur notre plateforme, vous allez trouver plusieurs informations. Donc, on est là dans l'accompagnement, donc vous pouvez bien sûr nous rejoindre et on sera un plaisir de vous accompagner dans vos stratégies. Merci beaucoup, Karine. Alors, c'est un peu la boîte à outils qu'on vous offre ce matin. Je vous invite à les visiter. Alors, avant de passer la parole pour le mot de la fin à Lise Roche, je tiens à vous remercier de votre présence ce matin, à remercier chaleureusement nos panélistes qui ont été très, très généreux de leurs conseils. On sent l'expérience, on sent l'engagement. Et je dirais même le plaisir de faire ce travail-là, qui est perçu des fois comme rébarbatif et compliqué et tout ça. Mais vous avez effectivement répondu au titre de l'événement qui était de démystifier les relations gouvernementales. Vous l'avez fait, vous êtes des maîtres et des dans votre domaine. Alors, merci énormément. Merci à Karine pour le partage, la préparation, en tout cas, de certaines ressources et à Lise d'avoir joué le rôle de relayeuse de vos questions. Alors, merci encore. Bonne journée. Et Lise pour le mot de la fin. Ben, il ne reste qu'à ajouter merci à toi, François, pour toute cette science que tu as mis à notre profit. Merci aux panélistes qui sont allés répondre aux questions qu'on n'avait pas eu le temps de relayer là, dans la conversation. Moi, j'ai un merci spécial pour les directeurs de regroupement qui ont relayé le message dans leur réseau parce que c'est beaucoup comme ça là, qu'on rejoint les organismes aussi. Et merci à vous tous de tout ce que vous faites avec ce qu'on essaie de vous partager comme information, de tout ce que vous faites pour les populations les plus vulnérables. Sans vous, puis je pense que c'était un peu le message de Nicole et de Jonathan, mais le Québec ne serait pas ce qu'il serait. Alors, merci infiniment et à bientôt pour le prochain atelier. Et Lise, je vais juste ajouter, bien sûr, je pense, Lise, tu te joins à moi pour remercier la Fondation Géant Bombardier, Martine, Marie, pour tout le travail, Marie, de préparation, d'organisation logistique, de communication avec les participants. Ultimement, sans vous, il n'y aurait pas eu ce panel ce matin. Alors, merci d'être tourné vers l'accompagnement des organisations. C'est très, très apprécié, je suis certain.